Bonjour à tous, on va reprendre nos dernières séries de conférences de cet après-midi, conférences et performances, et on va commencer par Jean-Louis Tornator, on prononce comme ça, Ouais, ouais, comment qui est professeur émérite d'anthropologie de l'université de Bourgogne, et qui va nous présenter du coup Scénographie pour une poétique des trans. merci pour cette invitation. Moi, vous le verrez, je suis anthropologue. Et donc ici, je voudrais vous soumettre un projet de recherche sur l'opérativité de la transe ou des trans et les puissances d'agir qu'elle libère. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai mis la neutralité axiologique au vestiaire. Alors je m'intéresse à la forme politique qui justement émergera de la transe, une forme dont la transe sera la matrice, forte qu'elle serait de son potentiel radical et subversif. Alors ce potentiel, bien sûr, il faut le faire advenir, s'il est vrai qu'en elle-même, qu'on la considère comme une technique ou comme une ressource, la transe n'a pas vraiment de couleur politique, au sens étroit du mot. Mais on sera très certainement conduit à sortir de ce sens étroit du politique, voire en sortir de manière à ce que cette forme se réalise en une antipolitique, notion sur laquelle je reviendrai peut-être à la fin. En cherchant cette formule, mettons, politique antipolitique de la transe, je voudrais poursuivre et généraliser la proposition principale du colloque selon laquelle la transe nourrit le processus créatif, en avançant que l'alliance de l'art et de la transe consiste à faire de la transe un art, autrement dit un art politique. Construire un art de transe dans et pour notre monde occidental en sorte qu'il soit un agent de sa transformation, c'était la thèse que j'ai défendue dans le livre paru il y a déjà un certain temps, en proposant d'étendre le mot trans, c'est-à-dire de le figurer dans une acception au-delà de la personne, ce qui est son sens premier, en proposant donc d'étendre son objet. J'ai avancé qu'à la faveur du développement d'une pensée de la relationnalité, en écologie, en anthropologie, en philosophie, bref, en cosmopolitique, j'ai avancé qu'on pouvait formuler l'objectif de faire transer l'Occident. Alors je m'empresse ici d'apporter une précision. On peut objecter, comme cela m'a été fait lors d'une présentation du livre, que l'Occident et même le monde entier sont déjà en transe et que les violents soubresauts qui l'agitent, particulièrement ces temps-ci, nous laissent entendre qu'il serait littéralement possédé, aux prises avec des forces négatives, funestes et destructrices, qui l'ensorcellent. Mais tel que je l'envisage, c'est-à-dire de son sens premier à son sens étendu, voire métaphorique, la transe est et doit être une pratique de désenvoûtement de la sorcellerie capitaliste. Pour reprendre ici les mots de Philippe Pignard et Isabelle Stengers. La transformation à laquelle participerait la forme trans serait bien de se dégager du capitalisme en tant que système sorcier, dont les manifestations concrètes, colonialistes, extractivistes, dominatrices, patriarcales, ne sont possibles que parce qu'ils se fondent sur la paralysie de la pensée et sur l'exclusion de tout ce qui est autre, de toute différence, et je ne parle pas, je vais y revenir, de la seule différence culturelle. Selon Pignard et Stengers, le capitalisme est un système sorcier sans sorcier, c'est-à-dire sans sorcier qui se pense comme tel, précisément en raison des exclusions, des disqualifications, au motif de superstition et d'irrationalité, qui fondent la relation des modernes au monde biotique et abiotique, et partant fondent notre connaissance, et partant notre mode de connaissance, ce qui a pour effet de nous rendre, nous, modernes, au mieux bornés, au pire aveugles, et davantage vulnérables à ces effets. Aussi, avance-t-il, nous devons rendre visibles ces procédés, par exemple le jeu d'opposition savoir-croyance, ou afin de réapprendre les moyens de s'en défendre, à l'instar des peuples divers qui savent la nature redoutable de la sorcellerie et cultivent la possibilité de s'en protéger. Si la transe est un de ces moyens,
c'est qu'elle est ou peut-être une expression concrète ou manifeste d'écologie des savoirs. L'écologie des savoirs, dit le sociologue portugais Boaventura de Sousa Santos, à qui j'emprunte cette notion, c'est de la coprésence radicale. Cette notion qui met en cause la monoculture du savoir scientifique en ce qu'il se révèle dans sa proportion au monopole, dans sa revendication à s'instaurer sur un non-lieu, dans son incapacité à laisser s'éclore ce qui ne peut pas s'expliquer. Assurer la coprésence des savoirs, ce n'est pas adopter une posture relativiste, c'est nouer une relation pragmatique de complémentarité entre les savoirs scientifiques et d'autres types de savoirs, ceux qui sont jugés souvent avec une pointe de mépris comme non scientifiques. En cela, non pour tenter de les ramener sous la bannière de la science, mais pour leur reconnaître leur propre rationalité au regard de leur lieu propre et de leur efficace propre. Alors la transe n'est pas sans lieu, elle n'est pas hors sol, elle est toujours située et est le produit du savoir situé. Lorsque je dis que je cherche la formule politique de la transe, c'est dans le souci de co-construction de son lieu propre. Alors pour tout vous dire, je réfléchis à partir de ma propre expérience, en l'occurrence l'expérience de l'hypnose et l'initiation à la transe cognitive auto-induite. Ce n'est donc pas une expérience d'anthropologue de l'ailleurs, ce que je ne suis pas, et je ne sais d'ailleurs même pas si c'est seulement une expérience d'anthropologue tout court. Je pourrais alors dire que mon expérience s'inscrit dans un engouement nouveau pour les trans et pour la recherche autour des états de conscience. Le grand livre des trans en témoigne. Et c'est bien son instauration dans nos contrées, sous une attitude euro-occidentale, qui m'intéresse. Comment, à la faveur de quelle transformation, comment et à la faveur de quelle transformation, ou plutôt de quelle ouverture dans la pensée et l'éthos occidentale, quel milieu se compose dans et par sa pratique, comment la transe fait-elle milieu? Alors lorsque je parle de milieu, je ne parle pas de culture. Et je pense même que ce mot pose problème si l'on veut penser le lieu politique de la transe. J'avais relevé la remarque désabusée de Léon Chertok qui exprimait sa frustration à l'égard de l'hypnose. Il disait elle résiste à sa définition scientifique, à sa théorisation, alors que les chamans et les sorciers avaient des explications à ce qu'ils faisaient en ayant à leur disposition la croyance en un pouvoir surnaturel. En d'autres termes, nous n'avons pas de culture à notre disposition, ou plutôt nous n'avons qu'une démarche et une culture scientifique qui cependant échouent à expliquer le phénomène. Alors le problème, lorsque on convoque la culture, c'est qu'on s'expose à un double écueil. D'une part, on court le risque de l'appropriation culturelle, sous couvert de bricolage. D'autre part, on convoque en même temps la croyance par l'entremise du pernicieux couple savoir-croyance. En effet, nous bricolons dans une sorte de patchwork, comme si notre modernité occidentale n'avait que des bribes de monde à se mettre sous la dent, ses propres traditions déniées et invisibilisées, recouvertes par plusieurs siècles de raisons scientifiques, et des traditions venues d'outre-Occident, disséminées par les vents de l'anthropologie, du mouvement New Age et des néo-trucs, néo-chamadisme par exemple, qui fleurissent dans nos contrées. Dans cette mosaïque, dans cet assemblage bariolé, des figures et des gestes stéréotypés émergent. C'est ainsi que je comprends que reviennent parfois dans les transes de mes co-transeuses et transeuses lors des ateliers de TCAI, des manifestations vocales imitant des sortes de chants de gorge ou les vocalises des Indiens d'Amérique du Nord ou la figure animale du loup. L'Indien et le loup, vous aurez reconnu en eux les figures tragiques de l'implacable domination de l'humanité blanche. Or, le loup revient dans nos paysages agroforestiers de France et de Navarre pour le bonheur des écologistes et aux grandes dames des éleveurs, comme font résurgence les ontologies autochtones, accueillies à bras ouverts par les pensées du vivant et de l'écologie politique, au prix cependant d'une méconnaissance de leur lutte pour les retrouver leurs terres et leur mode de vie. Pour eux, la décolonisation n'est pas une métaphore.
Si l'on voulait se demander pourquoi la transe, on comprendrait que nous avons les transes de notre époque, l'anthropo-capitalocène, une époque alarmée par les effondrements climatiques et biotiques et qui suscite le désir d'interroger les forces à l'œuvre par les mouvements et par de nouveaux moyens de connaître. Pour autant, ça ne met pas à l'abri de la disqualification, et c'est ici que pèse encore l'empire du couple savoir-croyance. Alors j'avais été frappé de la convergence de vues de François Roustan et de l'anthropologue Charles Stephanoff. On trouve chez l'un comme chez l'autre avancer l'idée de l'imagination comme facteur d'explication de l'hypnose ou du voyage chamanique. Non l'imagination illusion, mais l'imagination comme force idéomotrice, comme capacité par les images qui y sont produites de reconfigurer le monde. Je dois dire que pour être très suggestive, cette hypothèse me laisse sur ma faim, car elle est à la mesure de notre culture occidentale, c'est-à-dire à la mesure de notre culture en tant qu'elle est informée par la science. S'il est vrai qu'à la faveur d'une ressource interne dont nous découvrons l'existence et exploitons le potentiel, nous pouvons envisager d'augmenter la réalité ou d'agrandir le monde, n'est-il pas limitatif de loger sa source dans nos seules facultés neuropsychiques? Dans quelle mesure est-il possible d'accueillir des extériorités sans pour cela avoir recours au concept de croyance? Autrement dit, je ne veux pas être obligé de dire je crois aux fantômes ou aux esprits ou je ne sais quel autre qu'humain, ou d'embrasser une quelconque spiritualité pour les accueillir dans mon hypothèse. Je ne veux pas exclure qu'ils puissent exister, non en tant que croyance, mais en tant que présence dans l'expérience des personnes et partie prenante de leur monde, même si cette présence ne m'atteint pas, même si je ne la reconnais pas ou bien ne me reconnais pas. Les accueillir en tant que présence active, c'est considérer qu'ils font l'objet d'une hypothèse vivante pour celles et ceux qui entrent en relation avec eux. Qu'est-ce qu'une hypothèse vivante? C'est William James, qui est psychologue et philosophe, qui a forgé ce concept. C'est une croyance qui dispose à agir irrévocablement. Symétriquement, elle oblige celles et ceux qui ne la partagent pas à retenir la tentation elles obligent celles et ceux qui ne la partagent pas de retenir la tentation de juger, et son corollaire, la peur d'être dupe, d'avoir risqué de donner du crédit à ce qui c'est et à ce qui est faux. Les accueillir pour suivre ici Isabelle Stengers et Didier Lebèze, commentant James, c'est consentir à l'épaisseur du monde. Si on en restait à une hypothèse, à une approche en termes de culture, on ne ferait que répondre à la préconisation devenue classique en anthropologie comme en sociologie de prendre au sérieux le discours des acteurs eux-mêmes. C'est déjà pas mal, c'était déjà pas mal. Mais c'est rester dans le même régime épistémique. Si donc on veut aller plus loin, il faut alors ouvrir les portes à l'agentivité des agences qui se manifestent dans la transe et s'intéresser à leurs effets sur le monde, son épaississement, ou sa pluralisation. Les deux écueils que je viens de présenter, l'appropriation culturelle et la croyance des autres, ont partie liée en ce qu'ils forment une sorte de dispositif autobloquant. Il est parfaitement adapté à la perspective du monde à un seul monde, régi par les hiérarchisations et les dominations qui en constituent le mode d'existence et qui se fondent pour ce qui nous occupe sur l'opposition science-culture. En ouvrant la porte aux agences, aux puissances d'agir, sur un mode qui n'est pas celui de la croyance, on se rend sensible à la pluralité des manières de faire monde, au monde à un seul monde du régime de la croyance, se substitue le monde à plusieurs mondes, dans lequel se cultive l'attention au risque des effets, selon le mot de Delbez et Stengers, et à laquelle il faut consentir à se familiariser. Dans un monde à plusieurs mondes, il est des mondes qui s'avèrent incompatibles. Le pluralisme radical ne peut cohabiter avec le dualisme ou la pensée absolutiste. Ce n'est certes pas un monde sans science, c'est un monde dans lequel est pris le risque de ne pas savoir et de ne pas comprendre, et donc de concevoir la limite toujours située et provisoire de la démarche scientifique.
Comment concevoir les trans dans cette perspective ouverte et pluraliste? Je ne sais s'il est possible de déterminer scientifiquement ce qui se passe exactement, c'est-à-dire de manière indiscutable et rigoureusement dans la transe, quelle que soit sa forme. Je laisse cela aux neurosciences. Il me semble cependant que parce que la science est sans conscience, la transe est sans conscience, expérience pure provoquée, elle est une appréhension de la réalité qui s'évanouit dans la conscience. Dès lors, dès qu'on reprend conscience, dès que l'on met en œuvre la fonction cognitive qui lui est inhérente, il n'y a plus rien qui puisse être objectivé ou consigné en toute rigueur de ce qui est advenu dans la transe. François Roustan le disait d'une autre manière en avançant que l'hypnose et ses effets sont énigmatiques dans la mesure où l'on reste dans la perception restreinte. Depuis ce lieu, on n'y comprend rien. En revanche, si on se place dans la perception généralisée, le phénomène hypnotique n'a plus rien d'étonnant. Cependant, pour accéder à la perception généralisée, il faut cesser de penser, je le cite, il faut accepter d'entrer dans la confusion, fin de citation. Comment pourtant ne pas perdre le bénéfice de la forme de pensée qui s'exprime à travers la transe? Pensée du corps ou pensée par corps? Ce n'est pas la même chose. Mais restons imprécis. Tout comme William James, explorant la conscience comme un courant, comme une succession d'états mentaux en chacun de nous, regretter qu'on ne puisse dire « il pense » comme on dit « il pleut » ou « il vente », soit exprimer le fait de la manière la plus neutre possible. Dire que la conscience est une expérience pure au sens de James, c'est dire qu'elle fait accéder à un état où les distinctions ne sont pas encore faites ou cessent de l'être. La transe serait un acte de remonter en deçà des dualismes épistémologiques, remonter là où les relations se donnent à l'état pur, quand elles ne sont pas encore réparties dans un quelconque couple de catégories, sujet, objet, matière, esprit. La transe ne serait que convoquée par quelque moyen que ce soit, hypnose, auto-induction, méditation, la remontée aux données pures, au soi, impersonnel, pour personne, en somme, remontée du je pense au il pense ou ça pense en moi. Alors comment restituer cet acte de pensée dans la transe? C'est ici que je propose ce qui pourrait être un programme, celui d'une poétique des danses, des transes, poétique et poétique conjuguées. Dans la visée d'une poétique, nous voyons la transe comme un fer par lequel quelque chose se produit, autant qu'il s'est produit quelque chose. En ce sens, la transe est création, qui suppose un auteur, une autrice, singulier, pluriel, une agence, ou plutôt une dilution même de l'autorité, et par conséquent invite à la réception de ce que génère l'acte de création. Une poétique des trans interroge les potentialités inscrites dans le fer trans, mais aussi elle est poétique, c'est s'il est vrai qu'une poétique se donne pour objet sa représentation, elle entend faire exister la transe dans le langage, la transe après la transe, par son ou ses auteurs ou autrices et par d'autres. Le passage de la poétique à la poétique, c'est-à-dire du faire à son métadiscours, se joue au cœur d'un apparent paradoxe. La transe fuit le langage, elle donne forme à une étrangeté déparlante, voire à une étrangeté muette. Elle fait perdre aux mots leur signification et, ce faisant, rend les mots à leur profération ou au geste, quelle que soit l'agence ou la puissance d'agir à l'œuvre, qui demande à être mise en récit, qui demande à être recomposée en forme d'histoire, à même d'en restituer l'expérience. Pour cela, il me semble-t-il, il faut se démarquer d'une approche strictement centrée sur la personne. On peut reconnaître l'extraordinaire plasticité de la transe, la grande diversité de ses manifestations, plus ou moins visibles et donc plus ou moins spectaculaires. Je fais cependant l'hypothèse que la transe n'est pas que pour soi. Elle suppose, elle appelle, elle invite un public, spectateur, participant, observateur. En tout cas, elle repose sur l'instauration d'une scène, par définition interactive, et la révélation d'une scénographie, c'est-à-dire d'un espace partagé, selon des modalités particulières. Alors essayons de définir brièvement les caractéristiques comment qualifier cette scène. Cette scène, elle est sauvage. Un mot particulier. Christine Verger, anthropologue de la médiumnité, écrivait dans les années 90 « Il n'y a pas de transe dans la nature, que la transe ne se produit
pas dans le corps isolé du médium ou dans sa seule conscience, mais qu'elle se déroule dans un espace humain spécifique et dans un acte rituel qui contribue à lui donner son efficace. On a suffisamment dit ça ces 2 jours. En d'autres termes, l'organicité du processus, leur caractère vivant, non intentionnel, indéterminé, n'est cependant pas séparable des ontologies, c'est-à-dire des schèmes qui gouvernent l'objectivation du monde et d'autrui. Alors si elle n'est pas dans la nature, elle n'est pas pour autant seulement dans la culture, elle est sauvage. J'ai envie de tenter le mot sauvage. En somme, car elle est par-delà nature et culture, pour reprendre le titre du livre bien connu de Descola. Le qualificatif de sauvage peut être discuté. Le mot connaît cependant une certaine mode en ce qu'il fait écho au thème de la relationnalité et de l'interdépendance entre les êtres des mondes biotiques, abiotiques, vivants, non vivants, humains, autres qu'humains, etc., qui équipent aujourd'hui les pensées et de l'écologie et du vivant. On trouve une telle perspective également dans la pensée et la recherche pratique du grand théoricien du théâtre que fut Grotowski, qui voyait dans l'acte créatif la coprésence de 2 pôles opposés mais complémentaires, celui de l'organicité et celui de l'artificialité. En d'autres termes, celui du processus vivant dont l'expression n'est pas élaborée à l'avance, n'est pas dirigée vers un spectateur, et celui de l'action humaine qui consiste à façonner un matériau dans le but qu'il soit perçu ou donné à voir. Cette scène, on pourrait aussi la qualifier de rituel, bien évidemment. Les états singuliers de conscience fonctionnent ou impliquent dans leur accomplissement des gestes codifiés, du moins des gestes qui se répètent. Ces gestes sont des opérateurs ou des indices, au sens de Peirce, de transe, dont ils permettent de comprendre la part inhérente de ritualité ou de théâtralité. Ils sont pour être vus, pour dépendre d'un bain de visibilité. Ils sont au vu et au su de tous. Tous ici signifie un groupe donné. Dans un cadre chamanique ou de possession, la transe n'est pas séparable du rituel, car c'est dans et par celui-ci que se concrétise un efficace. Bertrand Hell écrit « Au regard de la grammaire du rituel, le corps qui danse n'est pas libre de ses mouvements. Chaque protagoniste a sa gestuelle propre, son ordre chorégraphique ou selon le statut de la personne. Cette régularité dans la gestuelle fait partie pour cet auteur des signes de contrôle qui montrent que l'abandon n'est pas total. Même au plus fort du déchaînement de la possession, la gestuelle s'inscrit dans un cadre strict du rituel. Insister sur la ritualité comme cadre d'accomplissement de la transe, c'est mettre en avant son caractère d'expérience à la fois située et collective, c'est-à-dire engageant un collectif qui s'y reconnaît. Ou plutôt, si on pose la question du devenir de la transe dans le présent de nos sociétés, c'est peut-être amené à se demander à quelles conditions la transe peut être une expérience collective, quelle peut être sa forme collective et pour quelles conséquences. On pourrait dire encore que cette scène est en même temps performative et théâtrale, en ce qu'elle relie les corps des spectateurs ou des spectatrices, des transeurs ou des transeuses, qui alors s'entre-définissent. Il faudrait prendre le temps d'aller plus loin dans la théorie de la performance, selon Richard Schechner, dont Richard Schechner est un théoricien majeur, et qui place la performance au croisement du rituel, de la transe, de l'anthropologie, du théâtre expérimental. Enfin, si cette scène est co-construction, elle est narrative ou inscription, elle raconte. J'interroge les conditions d'une écriture des trans, écriture à prendre au sens d'inscription, inscription en tant que marque dans un corps collectif et qui le détermine, corps collectif en tant que, bien sûr, communauté de pratique, mais plus largement en tant que communauté ontologique, c'est-à-dire qui partage une même conception de la relationnalité humain autre qu'humain et qui en reconnaît ses implications politiques. Alors je résume pour terminer. Un art de transe fonde en premier lieu la possibilité concrète d'un collectif. En cela, il se démarque du geste constitutif de la science médicale qui traite les personnes en individus et se démarque aussi de la floraison des pratiques, du développement et du bien-être personnel, qui en tant que pompe afrique sont parfaitement intégrés au capitalisme. Il invite en somme à se défaire de l'enclosure du moi. La première forme, qui est un terme d'un ami psychologue, Joseph de Raffanelli Ora. J'ai oublié de mettre son bouquin. La première forme du collectif réside dans l'instauration d'une scène de laquelle sortira un récit,
Celui-ci est indexé sur le fait que la personne en transe est vue accompagnée dans sa transe. Le récit est indissociable de la scène. Il est la somme des inscriptions dans les corps et dans l'espace de la scène. Il met en forme la poétique des transes et il ratifie en quelque sorte une sorte de confusion ou de mélange entre auteur et participant au bénéfice de ce que j'ai dit tout à l'heure, la dilution de l'autorité. Il fonde en second lieu la possibilité d'un commun. J'ai fini. Bientôt. La deuxième forme du collectif dans l'instauration, la deuxième forme du collectif réside dans l'instauration d'un pacte ontologique, mettons celui à partir de quoi sont postulées la relationnalité des êtres, l'intérêt pour l'inséparation et ses conséquences, l'importance des attachements. Un pacte ontologique est un pacte d'existence. Il postule un accord sur ce qui est dit exister, la manière dont on dit que ça existe, avec qui et pourquoi. En l'occurrence, il est directement indexé sur la poétique, en tant qu'elle lui confère une couleur et une puissance politique. Poétique et politique situent la transe au fondement d'une visée de transformation du monde au-delà de son usage à des fins de thérapie et de développement personnel, je l'ai dit, parce qu'elles ont la capacité d'échapper à un cadrage scientifique intégral, de déjouer en cela un mode de domination par le savoir. Les trans peuvent être une arme au service des luttes écologiques et sociales et peuvent contribuer à changer le monde. C'est sans doute pour ces raisons, et parce qu'elle serait avant tout communauté de pratique, que la trans serait une forme antipolitique, au sens de mon ami Joseph Raphaël Iora. Alors, on aura deux possibilités, soit vous prenez le terme art politique tel que défini par Latour, fondé sur la description, l'éloquence ou la diplomatie, ou bien art antipolitique, fondé sur le refus des identités préformées et le principe de la représentation. Je vous laisse choisir. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'en aurais une, s'il n'y en a pas qui vient tout de suite. Du coup, hier, David Dupuis a dit qu'il y avait une sorte de narratif autour des psychédéliques, qu'il fallait en donner en tout le monde pour un peu sauver la démocratie, lutter contre le néolibéralisme. Est-ce qu'on peut dire la même chose des trans ? Est-ce qu'elles ont forcément une vocation subversive, positive, pro-environnement, etc. quoi ? C'est ce que je viens d'essayer de dire, d'espérer. J'espère. Donc on renforce le narratif. J'espère au sens où la dimension subversive de la transe, elle est sur le lieu même du fait même de connaître la transe. Comment connaît-on la transe ? Il s'avère que la transe, elle est d'une certaine manière inconnaissable complètement sur le mode scientifique, du moins ce que j'ai cru en comprendre. Et ça, moi, je trouve ça, c'est une capacité infiniment subversive par rapport précisément à la puissance de la pensée scientifique, qui est une puissance de hiérarchisation et de domination, et d'exclusion aussi. Donc c'est en ça qu'elle est potentiellement subversive. C'est cette subversion-là qui peut être après, bien évidemment, on introduit le loup dans la bergerie et on tire le fil, et c'est un seul monde qui vient avec. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Merci pour la conférence. Je m'interroge par rapport au néo-chamanisme que tu as évoqué. Moi aussi. Voilà, j'aimerais avoir ton point de vue, puisque le chamanisme, on peut dire, a été en quelque sorte tué par des idéologies, et que Stepanov nous montre que lorsqu'on en fait l'étude anthropologique, je ne sais pas si tu es d'accord, mais on trouve quand même une certaine forme de rationalisme dans le chamanisme. Et donc pourquoi le néo-chamanisme ne serait-il pas quelque chose qui peut nous accompagner finalement pour reconnecter à quelque chose avec la transe, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Sauf que c'est exactement ce que dit la citation que j'ai citée très rapidement de Chertok. C'est-à-dire que les chamans, le chamanisme, chez les Mongols, dans les peuples sibériens, il y a en quelque sorte, on va dire, je vais utiliser le mot culture, il y a un bain culturel, il y a une signification qui est donnée aux rituels et aux agences qui interviennent dans la cure chamanique. Si tu importes, tu peux importer la pratique chamanique, tout dépend de la manière dont tu vas l'importer. Est-ce que tu l'importes avec tout le discours qui vient avec,
ou est-ce que tu importes des techniques en supposant et tu les réadaptes? C'est ce qu'a fait que par exemple Corinne Sombrun, et qui de manière assez, bon ça c'est plutôt honnête, a enlevé le mot chaman. Elle a mis transcognitive à la place, auto-induite, parce qu'il y avait les... Voilà. Donc, là, quand je dis le risque, c'est le risque de l'appropriation culturelle, on peut très bien... La culture s'échange constamment. Il n'y a pas d'espace culturel clos. Il y a toujours des intrications. Mais alors déjà, il faut savoir dans quelles conditions se font les emprunts culturels. Est-ce que les emprunts culturels, c'est uniquement une technique ou les savoirs qui vont avec, etc. Et à quelles conditions ça se fait au prix de... Bon, il y a des emprunts, des vols culturels, etc. qui sont... c'est-à-dire ça... ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien faire ce travail d'emprunt culturel, mais en même temps, il faut qu'il se réalise dans un espace partagé de sens ou ontologique par rapport à ce qui se passe dans le rituel importé. C'est juste ça. Après, maintenant, je connais mal les néo-chamanismes, je n'ai pas enquêté sur le néo-chamanisme. Pour ce que j'en vois, c'est des choses qui s'intègrent tout à fait parfaitement dans le régime économique dominant, pour dire les choses. C'est exactement dans la continuité de ce que tu viens de dire. Pour moi, l'espoir est permis, mais je crains que la pompe Afrique ne s'arrête pas avec la transe, et même que la pompe Afrique soit alimentée par la transe. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis complètement conscient du risque, hein, c'est clair. Mais c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que je m'engage dans ce type de propos. C'est-à-dire, et c'est le bouquin Pas de transition sans transe, c'est essentiellement pour moi un livre politique. Comment est-ce que cette transe, en tant qu'elle participe à l'écologie des savoirs, c'est-à-dire dans une forme de rééquilibrage, un mélange dans les manières de connaître, et donc un rééquilibrage en termes de réflexion sur les hiérarchies et les dominations qui se passent dans le savoir, est-ce que ça peut être un élément qui va contribuer à la transformation du monde? Oui, bien sûr. C'est infiniment souhaitable. Alors maintenant, est-ce que on n'est pas dans le vent dominant, hein? Merci beaucoup sur ces paroles pleines d'optimisme. On peut l'applaudir encore une fois.